Le plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, le nom du successeur de Thierry Mouyouma reste attendu. Le sujet alimente les conversations. Le 12e homme, plus que jamais exigeant depuis la déculottée du côté du Maroc. Et puis cross sous l'équateur, la première édition a rassemblé plus de 3500 participants du côté de Lambaréné. Détails et explications dans ce magazine. Grande opération de recensement du côté du ministère des Sports. À cet effet, nous recevons bien sûr deux invités qui vont épiloguer bien sûr sur cette actualité nationale foot. La Ligue nationale a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end écoulé. Les amoureux du sport vont devoir encore patienter pour avoir les dates des championnats de première et deuxième division. Et puis vos rubriques, naturellement, les Gabonais et l'étranger, sans oublier l'agenda. Il est d'abord à ma gauche, c'est ce genre d'Alexis Jean-Louis Bada, bonsoir. Parfait, Junior Burkina, bonsoir à tous. À ma droite, donc je ne déroge pas la règle, Ulrich Koupangoy, bonsoir. Bonsoir, Parfait Junior Burkina. Il est également là, c'est Brice Nogué, bonsoir. Parfait Junior, monsieur, bonsoir. Monsieur, c'est un plaisir donc, de vous retrouver. Franchement, ça fait toujours du bien. On va démarrer avec, bien sûr, ce franc succès pour la première édition du Cross sous l'équateur du côté de Lambaréné avec 4000 participants devant le ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, Anelka Bekale et Jessie Kodo, sacrés respectivement en élite monsieur et dame. On fait le point avec Lionel Nielo, Guéma et Ludovic Bitegué. La ville de Lambaréné a vibré au rythme de la première édition du Cross sous l'équateur, attirant près de 4000 coureurs et transformant la cité en un véritable hub sportif. Côté compétition, les élites ont marqué les esprits. Anelka Bekale s'impose chez les femmes, tandis que Jessie Kodomole domine la course masculine. C'est difficile par son relief, mais bon. On a travaillé et puis bon, on a pu surmonter ces obstacles. Je dis merci au commandant en chef des forces de police nationales pour son soutien. L'événement a également suscité l'engouement auprès des jeunes, galvanisant la population locale. Un corps sain. Et c'est une journée formidable. Une telle édition doit continuer. Les jeunes de Lambaréné, comme tous les jeunes du Gabon, le sport vous permet de vous épanouir, de vous développer, pratiquer du sport pour pouvoir avoir des valeurs. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Paul-Ulrich Kessani, ce cross représente le début d'une nouvelle dynamique sportive qui se veut plus proche de tous les Gabonais. Sous les instructions du président, il y a effectivement un concept qui s'appelle les crosses du Gabon qui ont été initiés. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons des crosses dans tout le Gabon qui participeront, s'il vous plaît, aux activités de la fédération comme un championnat. Et puis, à terme, de pouvoir participer aux grands marathons, notamment celui de Port-Gentil. Le cross sous l'équateur s'affirme déjà comme un symbole de vitalité et d'ambition. Les regards se tournent désormais vers la prochaine édition dans une autre ville du Gabon. Donc, le cross sous l'équateur s'est prolongé avec le dîner de clôture offert par le ministre des Sports. Nous allons aller voir donc le pôle de cet événement avec nos invités spéciaux. Cette soirée a été marquée, bien sûr, par un prix décerné au groupe Gabon Télévision. On regarde. C'est lors d'un dîner de clôture que Lambaréné a prolongé les festivités du Cross sous l'équateur. Offert par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Paul-Ulrich Kessani, cet événement a réuni les partenaires de la compétition, tous satisfaits du succès de cette première édition. En tant qu'entreprise citoyenne, nous avons été honorés de participer non seulement à la préparation de cet événement que nous souhaitons inclusif pour l'ensemble des 9 provinces. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté. Nous tenons à saluer le travail du ministre des Sports. Nous pensons que la deuxième édition sera encore plus belle. Pour une première édition, la réussite elle est totale. Et je pense que ça fait l'unanimité à la fois auprès des organisateurs, des autorités, mais également des populations. Gabon Télévision a particulièrement été mis à l'honneur pour son rôle dans la valorisation des talents locaux et son soutien constant au développement du sport gabonais. Le trophée a été reçu par le directeur général adjoint, Gabin Atiga. Nous avons commencé par le cross de Lambaréné, qui va s'étendre certainement dans d'autres provinces. Ensuite va s'en suivre le démarrage du championnat national. Donc, Gabon Télévision est résolument tourné à accompagner, à vulgariser le sport gabonais. En signe de reconnaissance, le comité d'organisation a remis un prix au ministre de la Jeunesse et des Sports et a également décerné une distinction au président de la République pour son engagement en faveur du rayonnement du sport national. Je voudrais vraiment, au nom de tout le comité d'organisation, vous remercier. Monsieur le ministre, pour votre engagement. Les artistes locaux ont animé la soirée, mêlant musique, rire et applaudissements. Au fil de ces instants partagés, s'est dessinée l'image d'un sport qui rassemble, d'une nation qui s'élève et d'une passion qui, telle une flamme discrète, continue de brûler dans le cœur de chaque Gabonais.
premier invité de ce magazine. Donc, on parle bien sûr de Monsieur Bernard, Monsieur Ruffin Etoumé Onomé. Voilà, j'y arrive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc directeur général adjoint des sports. En effet. Avec vous, donc on va essayer d'épiloguer toute cette actualité en rapport avec le ministère. Mais avant, bien sûr, d'aller sur la question de recensement, parce que vous êtes là également pour ça, il y a cette compétition qui a été organisée, sinon ce rendez-vous qui a été organisé du côté de Lambaréné, ce grand cross, qui a beaucoup fait du bien, monsieur, avec Hugo Kopongoy. Peut-être qu'on peut revenir déjà sur les résultats. Oui, revenir avec les résultats. Rappelez quand même que c'est une compétition parrainée par le président de la République, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui offre une vraie opportunité, c'est d'installer un calendrier national qui fait faire revivre la ville, occuper l'espace public et surtout redonner de la visibilité à l'athlétisme, comme on le sait, qui est en dents de scie ces derniers temps. 4 catégories étaient au programme de ce cross de l'Équateur, en hommes et en dames, le 3 km, le 5 km, la catégorie élite 10 km et la catégorie amateur moins 10 km. Voici les résultats. En catégorie 3 km, chez les hommes, premier Divasa Mombo Juveni, suivi de Gimbeti Botinana Chris et Badouma Ngoma Eli. Chez les dames, c'est Simbou Mirai qui occupe la première place en 10,42 secondes. Edigui Moussunda Rennes 10,44 secondes. Et Mengue Nobam Colette en 10,47 16 secondes. Dans la catégorie des 5 km, chez les dames, c'est Moupende Mirbongo en 27,3 et après. Mabissi Diara Adriana, complété par Angon Seba Christiana. En homme, c'est Mwami Wilfried qui a terminé premier du podium dans la catégorie des 5 km, suivi de Mouyimi, beaucoup Prestige et Lendomba Junior. Et puis dans la catégorie d'élite 10 km, c'est Bekale Anelka en 45-55 centièmes, Manfombi Kumba Chansia en 48-13 et Marondi Pauline 48-48. Là, c'est bien chez les dames. En homme, c'est Jessie Mouele Kodo qui termine premier en élite 10 km avec 31-37 km, suivi d'Opana et les Dengue Marius en 33-52. D'accord, un habitué d'ailleurs des circuits à Marius Opana. Vous l'avez dit. Asumou Dominique, 34-48. Lui, il avait gagné et il était sorti vainqueur lors du 10 km de Port-Gentil il n'y a pas longtemps. Là, il a terminé 3e de cette épreuve chez les hommes. Enfin, pour terminer dans la catégorie amateur, moins 10 km. En dames, Lebanga Mastek Christelle en 47-44-19, suivi de Maliala Maïla Leslie en 48-21-34. Enfin, Ogula Yenou Louria en 49-21-28. Pour terminer chez les hommes, c'est Beta Spud qui a terminé premier en 34-35-76, suivi de Tiboba Fer Steve. Et ce tableau est complété par Romanda Frédéric. Notons que ce mouvement doit devenir un tremplin pour relancer la compétition. Il faudra prochainement compter sur les sprints, les haies, les relais, les sauts aux longueurs et hauteurs et bien évidemment le lancer du javelot et du poids. Je prends l'expression tremplin chez vous, d'ailleurs, pour expliquer aux téléspectateurs que ce rendez-vous devient national puisqu'on va certainement avoir des crosses dans d'autres parties du Gabon et ça me permet de me retourner du côté du directeur général adjoint des sports. C'est une initiative qu'il faut forcément saluer, surtout qu'il y a une émulation auto. On parle de plus de 400 participants rassemblés quand même dans la province du Moyen-Ogooué. Effectivement, vous savez, le sport a ceci de particulier, c'est que c'est une activité hautement populaire. Le cross, par sa nature de sport de masse, effectivement, remplit ce critère-là. Et donc, le cross sous l'Équateur, effectivement, au niveau de Lambaréné, ont répondu à cet appel à nous au niveau du ministère des Sports. Nous encourageons effectivement cette initiative. Un ministère donc, qui a dû participer, on a d'ailleurs vu en image, à travers ce reportage, le ministre des Sports qui était également de ce côté pour participer à cet événement. Messieurs, quand on essaye de regarder ce cross, on ne peut pas passer à côté d'un fait majeur, de cette expertise locale qui bénéficie finalement aux populations aujourd'hui avec un comité d'organisation quand même composé des enfants du pays. On va dire qu'ils ont appris, ils ont mûri, ils ont pu formater leur savoir-faire désormais au plan international parce qu'ils ont d'abord commencé également avec des internationaux, des experts qui sont venus et ils ont déjà désormais ce savoir-faire et cette plus-value, ils l'ont mise à disposition avec maestria et le cross donc de Lambaréné n'était qu'un succès. Ce n'est pas seulement le sport, c'est également la culture, mais c'est aussi cette volonté d'étendre l'événement avec vous, Saint-Brice Zogué. C'est nécessaire aujourd'hui. Oui, naturellement, c'est nécessaire. On sait que c'est une ville, d'abord, Lambaréné, qui était dans un besoin de sport, si j'ose dire, et ce genre d'événement ne peut qu'être bénéfique pour les populations qui ont répondu
en masse. Et vous l'avez dit, il n'y avait pas que le sport en tant que tel, il y avait aussi son volet culturel. Donc voilà, c'est des initiatives qui sont de bon augure et on espère vivement la suite des prochaines éditions dans les autres villes du pays. Monsieur le directeur général, vous êtes de quelle province? Je suis de Govino. Pourquoi pas un cross de ce côté? Vous allez participer si on organise un événement? Je suis un sportif et j'attends cet événement. Affaire à suivre. On va vous traquer, on va vous suivre avec beaucoup d'attention pour voir si vous êtes capable encore de multiplier ces foulées, monsieur. Donc on souhaite simplement tout le bonheur du monde à ce rendez-vous sportif qui rassemble et qui vend également la culture des différentes villes. On se rappelle que ça a commencé du côté de Ngoni et donc c'était la première édition du côté de Lambaréné. Parlons maintenant de toute autre chose puisqu'on va du côté donc, du basketball avec bien sûr Assom GA qui était opposé à Aba pour la première journée du championnat de basket de deuxième division du côté de l'Est. On fait le point dans cet événement d'enseignement de Taviani Maïlé et Cédric Zénan. Face à face, Assom GR Aba. Une rencontre attendue des passionnés, dominateurs dans le mouvement et l'adresse. Les Rouges pilotent la partie. Entre gestion tactique et efficacité défensive, l'écart se creuse 32-12 à la mi-temps. La GR, c'est pas facile. C'est une équipe qui s'est déjà préparée physiquement par rapport à notre équipe. Ce genre de match est très important pour les équipes civiles comme les nôtres. La GR a appris de mes erreurs et je pense que le prochain match, nous ferons mieux. De retour des vestiaires, le duel s'intensifie. Les deux équipes élèvent le niveau, conjuguant technique individuelle et exigence physique. Les Panthères Noires s'imposent nettement de 41 points d'écart en maîtrisant les possessions, alternance de jeu rapide, demi-terrain, spacing efficace et prise de tir au pourcentage. Score 66-25. Grâce à la préparation individuelle et la préparation en salle de nos coachs. Tous les schémas tactiques, toutes les phases de jeu qu'on a eu à mettre au point à l'entraînement. Aujourd'hui, ils ont bien réagi. Physiquement, l'équipe est déjà prête. Ce match de la première journée aura la particularité de se greffer à l'un des objectifs du président d'honneur de l'association Omnisport Garde républicaine. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, celui d'associer les militaires aux civils et promouvoir le sport et l'excellence sportive à tous les niveaux. C'est une occasion pour les jeunes d'être intéressés également, d'avoir l'occasion à côté des militaires de connaître ce que sont les métiers de l'armée et peut-être voir des opportunités d'emploi. L'association Omnisport Garde républicaine prend une bonne option en signant sa première victoire dans le championnat de deuxième division de la Ligue de basketball de l'Estuaire. La suite de cette compétition promet des duels palpitants. Ça fait forcément de bien, monsieur. On parle de première division quand on parle de basketball et aujourd'hui on parle de deuxième division. Le processus est lancé. C'est une ligue qui a bien compris la nécessité de faire jouer toutes les catégories. Coupe-à-Goy. Oui, c'est même un ouf de soulagement quand on sait que ces dernières années, ça n'existait quasiment pas dans les autres provinces. Plus dans l'estuaire. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait ces compétitions, que ce soit les petites catégories, les grandes catégories. Ça permet aussi la formation, avoir les équipes de qualité en équipe nationale. On sait que ces dernières années, on avait même au niveau du basket, c'était l'hécatombe. On se rappelle il y a quelques années où l'équipe cadette était allée prendre des scores fleuves. Aujourd'hui, c'est bien que la Ligue nationale de basketball commence par les catégories inférieures pour pouvoir faire monter ces jeunes, les amener à maturité, les développer le talent et pourquoi leur permettre de renforcer l'équipe nationale pour pouvoir produire des bons talents. Parce que rien ne se fait comme ça, tout passe par la formation de base, la formation, les compétitions des petites catégories et puis ça permet une émulation. C'est forcément important, monsieur le directeur général, d'aller sur la formation pour monter au fur et à mesure. Effectivement, vous savez, la performance se construit sur la base d'abord de la formation et de la promotion un peu plus tard. Et donc, quand une fédération travaille à la mise en place des petites catégories, nous sommes plus ou moins rassurés sur la question du renouvellement de l'élite sportive. Clairement, clairement. Il y a un petit souci quand même, la formation c'est bien, mais la formation a un coût également. Donc il faut suivre dans le temps et dans l'espace. Ça c'est une deuxième chose, les compétitions de petites catégories, il faut les ramener le plus tôt ou le plus près des compétitions. Parce que faire une compétition des jeunes en juin et puis il y a une compétition en décembre ou je ne sais pas quoi, vous voyez qu'il y a cette cassure, il y a cette problématique qu'il faut essayer de régler. Regardez, sur le plateau, on a été d'accord, on a parlé de petites catégories. C'est peut-être aussi, on va dire quoi, une transition parfaite, plus que dans le conducteur de ce magazine. On va aller donc suivre le championnat de basketball, donc la Ligue de l'Estuaire, avec les catégories bêta, puisqu'on parle des U14 et U. C'est Alan Metzege qui nous prête sa voix. Il était aux côtés de Cédric Zédan. 16 ans, c'est l'âge de la limite de relance des petites catégories, bien qu'il y ait la mixité filles-garçons. Au 22-7-0, l'emporte par forfait 20-0 après l'absence de Gladiator. Pour la confrontation suivante,
Don Bosco au Lamba Sport Club. Au premier quart-temps, c'est intense. Les verts fluorescents marquent les paniers et prennent de l'avantage. 9-2. Au deuxième, le pressing monte. La débauche d'énergie est remarquable. Olamba pousse sans recoller au score. 15-7. Lors des deux quarts-temps ultimes, il y a des variations de dribble. Des drives au moment d'attaquer l'assaut. Au final, domination sans partage de Don Bosco, 41-19. C'était un bon match, on a joué, on a fait jouer les plus petits, on a fait des passes, on a marqué. On fait des passes, des tactiques de jeu, passes, coup à l'anneau, on marque. Et puis, souvent, pour qu'on soit rude, on nous fait courir quand c'est pas bon. Donc, ce qui fait qu'on développe ça en match, ce qui fait en sorte que quand on travaille ça beaucoup à l'entraînement, on reproduit un match. Après une défaite, nourrir des regrets est un facteur, mais pas une solution. On compte s'améliorer pour gagner la prochaine fois. Même si on faisait parfois des erreurs, mais on a quand même gagné. On a quand même perdu, c'est pas grave, on va se rattraper la prochaine fois. Les jeunes ont eu fort à faire et se remettront au travail pour revenir plus fort lors des prochains jours. La relance du championnat de la Ligue de basketball de l'Est passe également par la redynamisation de la relève tout en encadrant la phase d'apprentissage. Un aspect de régularité est envisagé afin de rendre la catégorie bêta U14 masculine et U16 féminine plus attractive jusqu'à la fin de saison. L'une des particularités pour cette saison du côté de la Ligue de basketball de l'Est-UR, c'est aussi ce savant mélange entre les équipes de corps, on a parlé tout à l'heure de la Somme-Gère, mais également des civils Saint-Brice-Saint-Xavier. Effectivement, il faut dire que ce genre de mix dans les compétitions civiles entre les militaires et les civils est une très bonne chose. Il faut aussi quand même souligner que ça a souvent existé par le passé. Je me souviens de certaines compétitions, notamment dans les arts martiaux, dans le taekwondo, où il y avait des équipes militaires qui affrontaient des équipes civiles. Dans le football, on a vu des équipes comme Missile, avant elles Vautour. Donc cette émulation... En ce qui concerne le football. Oui, bien sûr, ça permet de créer de la compétitivité parce qu'en tant que civil, quand on sait qu'on va affronter un militaire, j'ai bien envie de vous dire qu'on s'entraîne 2 fois, 3 fois plus parce qu'on connaît la rigueur. On pense qu'il va forcément taper, non, peut-être pas, mais en tout cas, on est sûr de au moins leur discipline, leur rigueur, ils ne rechignent pas d'efforts. Vous pensez qu'ils sont forcément forts? Il faut relativiser. Allons-y, Georges-Alex. Les militaires, pour la plupart, sont dans un foncier vraiment exponentiel. C'est-à-dire qu'ils travaillent tout le temps le foncier. Vous comprenez que quand il y a une compétition où un civil n'est pas habitué à ce rythme, à cette filière physiologique, ils ont du mal à suivre. Et donc, ces civils peuvent se permettre d'être draftés, comme on le dit, par rapport à la compétitivité des militaires qui sont en jambes tout le temps. C'est des éléments que vous maîtrisez. Tout à fait. Et ça permet de faire un clin d'œil à la direction générale. On va organiser votre combat contre un militaire. Allez-y. Oui, c'est dire aussi que c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de compétition des corps. Il faut dire qu'ils sont obligés aussi de participer. On voit aujourd'hui la Somme-Gère qui était plus d'abord dans le karaté haute. Aujourd'hui, c'est ça un peu d'être un peu partout. C'est parce qu'il n'y a pas de compétition de corps. Il n'y a pas de compétition. Non, il y en a, mais ponctuelles. Pas ponctuelles, voilà. Donc, c'est un peu normal. La seule chose qui va être un X, c'est que lorsque tu es aussi dans un corps, ce sera difficile. Par exemple, si on veut t'acheter, si par exemple c'est un athlète et qui produit de bonnes prestations, ce sera difficile qu'un club qui n'est pas militaire le récupère, par exemple. Ce sera peut-être là le hic. Mais je trouve que c'est une bonne chose de faire ce savant mélange parce qu'eux aussi, des fois, ils sont dans les casernes, ils s'ennuient. Ce qu'on voit, par exemple, le Britannique militaire qui oblige les jeunes à pratiquer des disciplines sportives. Ça va leur permettre aussi de pouvoir se développer, de pouvoir se mesurer à d'autres. Et ce n'est que bénéficiaire pour nos sélections nationales qui, depuis un certain moment, sont un peu en dents dessus. Je pense qu'avec cet apport, ça va nous permettre de plus évoluer et d'exploser sur le plan national, continental et international. On va rappeler à toutes fins utiles que ce sont ces genres de compétitions au plan militaire qui avaient permis à un certain niveau d'évaluation au plan international. Je me rappelle la judocate Mélanie Ngouan. D'accord. C'est dans cette moule-là qu'elle a allé ramener la médaille d'or au niveau international. Il y a nécessité, à travers cette mixité, monsieur le directeur général, d'aller chercher les talents. Finalement, le talent n'a pas d'appartenance. Il n'est pas militaire, il n'est pas civil, c'est talent pur, c'est un talent gabonais. Il faut le valoriser également. Effectivement, la plus-value d'une compétition, c'est finalement la possibilité de donner au pays de s'outiller de compétences. Et si la compétence se trouve au niveau militaire, il n'y a pas de gêne à ce que le pays en tire profit.
L'important, c'est le talent, monsieur. On va souffler un tout petit peu, donc le temps de préparer un autre invité dans ce magazine. Et on se retrouve donc juste derrière. Nous sommes de retour. Sport sur Gabon Télévision, c'est la garantie de rester connecté à l'actualité sportive, traitée par nos pros autour de Parfait Junior Booking. Monsieur Bernard Obiang-Metoulou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous êtes donc conseiller technique du ministre des Sports. Oui. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Monsieur, on va rappeler le contexte. Le ministère des Sports a lancé une vaste opération de recensement de fédérations et associations. C'est une opération que nous suivons de très très près. On va rappeler que cette opération consiste à avoir des données fiables sur les associations et les fédérations résidant donc sur le territoire. Qu'en est-il exactement? Bien, je pense qu'il faut d'abord bien planter le décor. Il faut partir du principe que nous fonctionnons sur la base de la vision qui est introduite par le chef de l'État et que nous implémentons. Cette vision porte sur, on va dire, le rayonnement du sport. D'accord. Le rayonnement du sport au niveau national, au niveau international. Et de ce rayonnement, justement, on a mis en place une stratégie qui porte sur la restructuration. Cette structuration qui fait référence à la gouvernance, à la transparence, à la performance. Et là, dans le cadre de cette restructuration, il y a on va dire, une stratégie qui est déroulée en 8 grands axes. Et le premier axe, naturellement, vous avez l'actualisation des textes, vous avez les questions liées aux infrastructures sportives, vous avez les questions liées à la formation et au perfectionnement des acteurs, vous avez les questions liées à la promotion du sport, des questions liées aux compétitions sportives nationales, des questions liées on va dire, à la question médicale des athlètes, des questions liées au financement du sport et des questions liées naturellement à la reconversion. Là, pour ce qui concerne votre préoccupation, c'est un axe qui porte sur le cadre institutionnel. Et le cadre institutionnel qui vise la régularisation des associations sportives. C'est de cela dont il est question. C'est de ça dont il est question. La régularisation des associations sportives. D'accord. Georges Alexis, vous avez une Oui, question. le recensement a une deadline, c'était de 18 février au 3 mars, si je m'abuse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point à mi-chemin? Combien d'associations, combien de... Oui, si vous me permettez de prendre le document qui est revenu, parce que c'est la Direction générale du sport qui mène cette opération. Le bilan, si vous me permettez de vous le donner complètement, le bilan qui est établi, c'est à ce jour, nous avons 35 associations recensées. Nous avons le nombre de fédérations recensées, 6. Le nombre de ligues professionnelles recensées, 3. Le nombre de ligues recensées, recensées, ligues professionnelles recensées, ligues provinciales recensées, 3. Le nombre de clubs de football de première division recensés, 4. Le nombre de clubs de 2, 0. Donc voilà, à ce jour, les résultats qui nous parviennent de la Direction générale des sports au cours de ce recensement. Fondamentalement, monsieur le directeur général, quel est le problème de ces ligues et associations? Je ne pourrais vous répondre parce que la situation de chaque entité est particulière. Ce qu'il faut relever, c'est que dans le circuit de régulation d'une association, il y a nécessité de disposer d'un certain nombre de documents, dont l'avis technique, le récépissé provisoire, le récépissé définitif et l'agrément technique. Et chaque association, à son niveau, se retrouve dans une situation qui lui est propre. Donc, que faisons-nous de ceux qui n'ont pas été recensés? C'est quoi le sort? Bon, il faut retenir, vous avez rappelé que le recensement a été prévu du 18 février au 3 mars. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à un jour de la fin de ce recensement.
Et donc, le rapport que nous avons à faire, nous le déposons au niveau du cabinet du ministre qui va regarder et prendra certainement une décision. Oui, monsieur le conseiller, je m'adresse un peu à vous. C'est par rapport au récépissé. Vous n'avez pas dit récépissé, il y a le récépissé provisoire et le récépissé définitif. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des fédérations qui se sont toujours plaintes, se battent pour avoir le récépissé provisoire et définitif, mais qui ne l'ont jamais eu ou qui ont toujours combattu, mais qui sont sans suite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le récépissé, c'est du devoir du ministère des Sports ou bien ça se passe? Comment ça se passe? C'est quoi le processus? Le récépissé, c'est du devoir du ministère de l'Intérieur. D'accord. Il y a le récépissé provisoire et le récépissé définitif. Le processus, c'est la création des associations qui se basent sur la loi 3562. Les associations se créent sur la base de la loi 3562. On va dire la structure est formée sur la base d'une assemblée générale qui se tient, assemblée générale constitutive. Vous vous rendez au secrétariat général du gouvernement qui vous donne un document, un récépissé, et de ce récépissé-là que vous ajoutez au dossier, que vous transmettez justement au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur examine le dossier et si c'est un dossier qui porte sur le sport, il transmet ce dossier au secrétariat général du ministère en charge des sports, qui lui va examiner le dossier. Si c'est un dossier qui a un champ de compétences qui intéresse le sport, à ce moment-là, il va transmettre le dossier à la Direction générale des sports qui va faire une étude de manière à authentifier le dossier, la situation, et sur cette base-là, il va donner un avis, un avis technique. Un avis technique. L'avis technique peut être favorable comme il peut être défavorable. Si l'avis technique est favorable, le dossier repart au ministère de l'Intérieur. À partir de cet instant, on va vous délivrer un récépissé provisoire. Attendu qu'au terme des 3 mois qui vont suivre ou des 6 mois, vous allez bénéficier d'un récépissé définitif. C'est le ministère de l'Intérieur qui donne tout ce qui est récépissé. D'accord, clairement. Monsieur, après cette opération, bien sûr, si il y a une compétition et une fédération n'est pas en règle, est-ce que le ministère accompagne ou pas? Dès lors que vous avez un récépissé provisoire, ça veut dire... C'est la condition aujourd'hui? Ça va être la condition demain? Ça veut dire que dès lors, ça intègre le processus de restructuration. D'accord. La restructuration, c'est de cela. Il faut accompagner les fédérations. Dès lors que vous avez un récépissé provisoire, vous pouvez commencer vos activités naturellement. Parce que vous allez bénéficier par la suite d'un récépissé définitif et qui va vous conduire justement à l'agrément technique. L'agrément technique est un arrêté établi par le ministère en charge des sports. D'accord. Monsieur le directeur général, Jean, vous voulez réagir? Oui, au sens de la loi d'orientation, notamment à son article 60, une association peut bénéficier de l'accompagnement d'État seulement si elle est agréée. C'est ce que dit la loi. À terme, il va falloir appliquer la loi. Dans ce sens, il faut dire que toute association qui ne sera pas en règle, notamment qui ne disposera pas d'un agrément technique, pourrait ne pas bénéficier de l'accompagnement de l'État. D'accord. Il faudrait préciser également qu'il s'agit d'une mise en conformité. Il y a un grand nombre d'associations qui disposent de documents et un grand nombre d'associations... Ce n'est pas une chasse à la sorcière, vous garantissez quand même. Non, c'est une mise en conformité. Non, c'est simplement accompagner les associations à se formaliser. À se formaliser, parce que c'est important. L'État ne peut pas justement donner des subventions à des associations qui ne seraient pas conformes. Vous comprenez? Et la performance et la cohésion sociale et le rayonnement du sport passent nécessairement par tout cela. Il faut avoir des structures qui soient conformes, qui puissent nous permettre de fonctionner en toute légalité pour bénéficier des subventions de l'État. Oui, monsieur le conseiller, je reviens vers vous. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on veut avoir un avis provisoire, un récépissé provisoire, un récépissé définitif, il faut répondre, il faut un avis.
font un avis. Oui. C'est sa première question. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir un avis positif? Parce qu'il y a aussi des avis négatifs. Oui. Ce dossier peut être rejeté. Quelles sont les conditions pour que cela soit positif? Ça, c'est la première question. Deuxième question, une question de nos téléspectateurs. Les associations sportives se manifestent timidement. Peut-être parce que c'est un exercice auquel ils ne sont pas habitués. Peut-on déposer un dossier avec le peu de documents en possession et vous permettre de juger ensuite? Ce sont mes deux questions. Puisque nous sommes dans le cadre de la mise en conformité, D'accord. les associations devraient se présenter à la Direction générale des sports. Et il y a des équipes qui sont mises en place pour les accompagner, pour regarder des situations au cas par cas. Et en fonction des cas, il y a un accompagnement sur le plan administratif pour garantir justement la sérénité, parce que nous sommes également ici pour rassurer les associations, de manière à ce que tout le monde soit conforme, toutes les associations soient conformes. C'est la volonté du ministre, c'est la volonté de l'État. Nous ne pouvons plus continuer de travailler avec les associations qui ne sont pas conformes. Ça, c'est le premier principe. Et il y a aussi, par rapport aux critères dont vous parliez, le critère essentiel, c'est le siège de l'association. Vous allez voir que beaucoup d'associations ne disposent pas de siège, ne disposent pas de boîte postale. Parfois même, c'est le téléphone personnel, pas de numéro de compte. Mais si l'État doit vous virer des subventions, il faut justement que ces associations-là soient conformes à la loi. La loi dit qu'il faut que l'association dispose d'un numéro de compte pour virer. On ne peut pas travailler avec un numéro de compte d'un privé ou personnel. Non, c'est une association. Donc c'est une personne morale qui doit disposer de tous ces éléments pour que l'État continue de les accompagner. D'accord. Oui, une autre question. Ça, c'est avec vous aussi le DG, si vous pouvez répondre. Mais la responsabilité de l'État, c'est aujourd'hui qu'il y a la mise en conformité. Avant, ce n'était pas le cas. On peut aussi vous reprocher cette situation. Allez-y. Je voudrais revenir. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une opération. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que les dispositions sont d'aujourd'hui. Les dispositions existent depuis. Et normalement, lorsque vous vous prononcez comme promoteur d'une activité, vous devez vous entourer de tous les éléments juridiques qui encadrent l'activité. Et donc, le recensement vient par le constat de ce que nous avons de plus en plus des associations qui ne sont pas régulières. Mais cela ne veut pas dire que les dispositions qui définissent les critères par lesquels on doit mener l'activité de façon légale existent aujourd'hui, elles existent depuis. D'accord, on va vous garder là. Je voudrais compléter rapidement, oui. en disant l'importance de ce recensement. C'est pour permettre à l'État de savoir exactement, en termes de statistiques, combien de clubs il y a au Gabon, combien d'associations il y a au Gabon, combien de licenciés il y a au Gabon. Vous et nous avons souvent l'opportunité d'aller dans des conférences internationales. On n'est pas souvent capable de dire le nombre de licenciés qu'il y a dans notre pays. Il est important de savoir tout cela. Combien de ligues il y a au Gabon? C'est important. C'est toute l'importance de ce recensement-là pour savoir exactement, avoir des éléments de réponse à ces préoccupations. Si vous avez un doigt en souffrance. Invité donc M. Bernard Obiang Metoulou, conseiller technique donc, du ministre des Sports, et M. Rufin Etoumé, nommé directeur général adjoint des Sports. Alexis Rivada, il y avait une question en rapport avec ce sujet, puisqu'on est toujours sur le recensement des fédérations et associations sportives. C'est une question de fond très, très profonde, si je ne m'abuse, parce qu'il y a certaines entités qui ne sont pas encore en conformité et qui devront aller en élection. Est-ce que le ministère en surveillance pourra valider ce genre d'attitude? Bien, le ministère a mis en place une commission d'homologation de candidature. Cette commission a des critères qui sont
clairs. Et ces critères-là, parmi les critères, il y a naturellement le critère fondé sur la régularité des associations sportives. Donc, à partir de cet instant, la commission va statuer, va examiner sur la régularité de la candidature ou sur l'élection qui doit se passer, si la structure est elle-même régulièrement constituée. À partir de cet instant, également le collège électoral qui vient. Naturellement, parce que le texte est clair, la loi est claire. La loi est claire. Le décret 447 dit bien ceci. La fédération, c'est l'émanation des ligues. Les ligues constituent l'émanation des clubs. Si les clubs ne sont pas régulièrement constitués, si les ligues ne sont pas régulièrement constituées, ça veut dire que c'est tout le collège électoral qui n'est pas régulièrement constitué. À partir de cet instant, naturellement, la commission va trancher. Clairement. La suite, c'est avec l'Assemblée générale de la Fédération gabonaise de natation, avec bien sûr la validation des rapports Ima Ekila et Erwan Ngema. Le bilan a été fait côté Fédération gabonaise de natation. Le président de la fédération s'est rassemblé avec ses membres, ainsi que les présidents des ligues de natation, du Haut-Ogooué, de l'Ogooué maritime, de l'Estuaire et des représentants, dans le cadre d'une assemblée générale qui avait pour ambition d'effectuer le bilan 2025, mais aussi d'évoquer les objectifs fixés de l'année en cours. Nous avons prévu un certain nombre d'activités à l'instar de celles que nous déroulons chaque année. Nous avons prévu des formations, formation des apprenants, formation de formateurs. Nous avons prévu un certain nombre de compétitions. Nous reprenons les activités le 15 mars avec une compétition de début d'année. Nous avons prévu des compétitions de nature à mettre en avant l'expertise des ligues, donc Coupe de la Ligue. Et nous avons prévu, comme chaque fin d'année, le championnat du Gabon. Une assemblée générale marquée par des signatures de partenariat. L'agence gabonaise de presse AGP est le principal partenaire de la Fédération gabonaise de natation en 2026 et pour des possibles années futures. C'était un partenariat gagnant-gagnant. Lorsque nous avons reçu la correspondance de la Fédération gabonaise de natation, nous avons été curieux. Et nous avons trouvé que c'était intéressant d'accompagner cette fédération qui forme nos jeunes Gabonais qui sont intéressés par la nage professionnelle. Sans oublier le côté digital qui se développe. Donc nous allons donc contribuer à pouvoir mettre en place un outil qui permettra en tout cas à tous les Gabonais, à toutes les personnes désireuses d'avoir des informations aujourd'hui sur la fédération, de pouvoir les consulter en temps réel. L'Assemblée générale s'est clôturée par des échanges sur les projets et activités à venir. Avec nos invités, donc on a parlé bien sûr de ce vaste recensement du côté du ministère des Sports. Et on va certainement se retrouver très prochainement pour approfondir sur le sujet. Peut-être votre mot de fin, d'abord le conseiller. Oui, merci. Je voudrais préciser que le recensement qui est effectué aujourd'hui au ministère de la Jeunesse et des Sports est très important. Très important pour les associations elles-mêmes d'abord. Très important pour le ministère, très important pour l'opinion sportive nationale. Et ce recensement nous permettrait de savoir, de disposer des statistiques. Combien de clubs nous avons, combien de ligues nous avons, combien de licenciés nous avons en République gabonaise. C'est surtout cela l'important. Et puis, quelles sont les ligues qui sont régulièrement constituées? Quels sont les clubs, les fédérations qui sont régulièrement constitués? L'État, selon les dispositions de la loi, doit fonctionner avec des associations qui sont en conformité. Vous recensez, mais vous ne donnez pas l'argent. C'est ce qu'on vous reproche aussi au quartier quand même, il paraîtrait. Vous recensez, mais vous n'accompagnez pas? C'est ce qu'on vous reproche au quartier? Mais si, nous accompagnons, puisqu'il y a des compétitions qui se passent au niveau international. Donc l'État accompagne, naturellement. D'accord. On va donc se retourner du côté du directeur général adjoint des sports. Votre mot de fin également. Merci. Ça a été pour nous une occasion, on va dire, heureuse, parce qu'elle nous a donné d'expliquer le bien fondé de l'opération que nous menons actuellement. Il faut rappeler que cette opération vise à élaborer une cartographie et
un fichier statistique des associations et des licenciés. Ces éléments sont nécessaires parce qu'ils nous permettent effectivement de planifier, de réguler, de développer les activités sportives sur le plan national. C'est donc une opportunité qui est offerte aux associations parce que, in fine, c'est par le biais de cette régularisation qu'elles acquièrent le statut d'une personnalité morale juridiquement reconnue sur le territoire national. Donc nous invitons toutes les associations à se prêter à cet exercice-là parce que de cet exercice va dépendre effectivement la relation qu'elles ont avec le ministère en charge des sports. Merci. On va rappeler la deadline. Je disais d'entrée de jeu que la période initiale, c'est du 18 février au 3 mars, donc demain. À ce jour, nous sommes vraiment au regret de constater un faible engouement du côté des associations. Et il y a encore la journée de demain. On espère que ces fédérations vont donc courir du côté du ministère des Sports. Merci à vous, monsieur le directeur général adjoint des Sports, monsieur Rufin Etoumé Onomo. Merci également à vous, monsieur Bernard Obian Metoulou, conseiller technique donc, du ministère des Sports. Et pour vous accompagner, on va aller suivre une activité en rapport avec une ligue. C'est la Ligue nationale de football qui a tenu son assemblée générale le week-end. On fait le point avec Gérard Mino. Un conclave pour une reprise tant attendu par les acteurs de la discipline. Le quitus donné pour l'organisation d'un championnat en poule unique qui se veut compétitif. Première division, nous jouerons bien avec 14 clubs et malheureusement en deuxième division, nous jouerons avec 8 clubs. La LINAF a mis tous les éléments qui sont à sa disposition pour pouvoir faire jouer le championnat. Nous sommes simplement en attente de réglage de certains éléments qui viendront faire en sorte que tout se mette en place. Les clubs ont joué le jeu. Je crois que vous avez vu les matchs amicaux qui se jouent de plus en plus. Toutes les commissions de la LINAF s'activent, celle des qualifications de joueurs, celle des visites médicales. Pas d'inquiétude pour le financement, les assurances de la tutelle ont trouvé un écho favorable. C'est un budget qui a d'abord fait l'objet d'une discussion, non pas de validation, mais d'une discussion avec l'autorité de tutelle dans le cadre de la prise en compte des orientations du ministère des Sports et ce qui a été fait aujourd'hui. Donc nous sortons de là satisfaits. La synergie LINAF Club pour le bon déroulement de la compétition. À partir du moment où nous avions eu des discussions et des travaux avec le ministère et la LINAF et la LINAFP sur le budget qui devait couvrir la saison sportive, il n'y a pas de raison qu'on puisse épiloguer encore ici. Donc tout a été accepté, à ce niveau il n'y a pas eu de problème. Le compte à rebours est donc lancé. Après le conseil d'administration prévu le 3 mars prochain, la Ligue nationale de football doit peaufiner les derniers réglages en ce qui concerne l'organisation de son championnat. La LINAF se prononcera au temps voulu sur la date de la reprise du National Foot 1 et 2. On sort de ce sujet en rapport avec le recensement des fédérations et associations sportives au Gabon, sans avoir vos avis. Donc on va faire rapidement un tour de table. D'abord, Georges-Alexis Joyevana. Écoutez, c'est un signal fort déjà du ministère des Sports que de la nécessité absolue de rupture, si vous voulez, pour assainir un peu l'écosystème du sport en général au pays. D'accord. Saint-Brice, qui est de retour d'ailleurs, puisqu'on a nos invités qui sont partis. Oui, c'est ça. C'est surtout la suite à donner à ce recensement. On a bien compris avec les autorités du ministère qu'il s'agissait de faire une cartographie des mouvements sportifs associatifs du pays. Mais la conséquence qui en découle à l'issue de ce recensement doit commencer à interroger parce qu'effectivement, on est en droit de se poser la question, vu le très faible engouement, visiblement, que suscite cette campagne, de se dire qu'en sera-t-il des associations qui seront toujours irrégulières à l'issue de ce recensement. Donc c'est une question qui me semble-t-il n'est qu'au début de la boîte de Pandore qui est en train d'être ouverte par le ministère. Et c'est d'ailleurs la discrétion donc le ministère des Sports également avec Kopangoy, votre mot de fin également sur ce sujet. C'est comme ce que disait Saint-Brice, je pense qu'ils seront à un moment donné, on ne dit pas qu'ils vont le faire, mais ils seront obligés de prolonger parce qu'on parle de 3 ligues professionnelles. Vous pensez que c'est une obligation ? 3 ligues professionnelles recensées, 3 ligues provinciales recensées, les clubs de première division 2, deuxième division aucun.
Donc, ça veut même dire qu'ils n'ont pas disputé de lancer le championnat national de première et deuxième division. S'ils ne se prêtent pas à ce jeu de recensement, qu'à cela le tienne, on a confiance à nos autorités, au ministère des Sports. Je pense que les mesures seront mises en place pour trouver une solution à cette situation. Monsieur, il y a quelques instants, on a regardé ce sujet en rapport avec l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football du Gabon. Pas de date du championnat jusqu'à présent. Georges-Alexis Jean-Bada, rapidement avec vous. Ben on va dire quoi? On va croiser et attendre parce que ce National Foot, il est absolu. Il faut absolument que le National Foot se joue. D'accord, clairement. On va attendre aussi, on va suivre avec beaucoup d'attention. La l'INAF qui a d'ailleurs précisé qu'elle fera donc une communication en bonne et due forme en rapport avec la date de ce championnat ou de ces championnats nationaux de première division et national de deuxième division, très attendu par les férus de la discipline. Pour succéder à Thierry Dieudonné Mouyouma, la question vaut son pesant d'or. Et puis la composition d'une équipe de football, notamment de son staff, elle est primordiale. Il faut essayer de tenir compte de toutes les intelligences. Et c'est Alan Metzege qui nous fait le point de ce sujet. Depuis 1994, année de la première participation du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations, la configuration du parcours passe par l'étape des quarts de finale après 9 participations. C'est le sélectionneur national qui pose le problème des résultats. Je tiens à rappeler que c'est d'abord un problème holistique dans notre pays. Bien que les Panthères aient eu des figures fortes à leur tête, le regard de l'expert est axé sur la qualité du management et l'interrogation autour de l'environnement. Quel que soit l'entraîneur que nous allons prendre, nous pouvons citer tous les entraîneurs précédents qui sont passés en équipe nationale. Tant qu'on ne règle pas le problème de la formation, de la direction technique nationale, quel que soit l'entraîneur qui viendra au Gabon, les résultats seront les mêmes. Donc il faut commencer d'abord par la formation, par avoir une vraie direction technique nationale qui permet de déceler les talents. Commencer à former les éducateurs, les entraîneurs, les managers, toute la grille des métiers liés au sport pour qu'un jour le football gabonais puisse sortir de là. Ce n'est pas propre au football, mais c'est propre à toutes les entités, à toutes les fédérations, à toutes les disciplines sportives. Parmi les aspects relevés par les supporters du football gabonais, la formation, les phases de détection des jeunes pour assurer la relève. Et je pense que c'est pas le problème, ce ne sont pas les joueurs, ce n'est pas le sélectionneur. Je pense qu'il faut qu'on réorganise le football gabonais et qu'on essaie d'aller vraiment dans la formation. Ce qui concerne l'équipe nationale, il faut d'abord commencer par un bon championnat. L'amélioration des performances passe par la redynamisation de la politique sportive. Au sein de la tanière, aussi la professionnalisation du football. Entre résultats incertains et bilan mitigé, la qualification ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt l'édition des performances. Nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon, ils se sont prononcés, c'est les experts. Ils sont au micro de Alan Metzege et face à la caméra de Gérard Mindou et Cédric Zendo. Utiliser l'équipe, notamment dans les compétitions, comme je l'ai dit, Coupe d'Afrique, il faudrait qu'on renoue avec une participation plus accrue, de savoir aussi, à travers la spécificité de l'équipe gabonaise, qui va voir plusieurs cadres partir, donc faire ce mariage important entre les anciens qui vont rester et les jeunes qui vont devoir intégrer l'équipe nationale, d'avoir un regard beaucoup plus accentué aussi sur les joueurs locaux. Condition déjà, valoriser le football local, notamment sélectionner les joueurs au niveau du national foot, mais les joueurs talentueux, pas des joueurs parce que c'est le plan de X, le plan de Y. La deuxième condition, c'est sélectionner les joueurs en fonction de leurs compétences. Même si l'autre joue à l'étranger, même si quelqu'un joue dans un championnat, on va dire de haut niveau, mais si la personne n'est pas expérimentée ou si la personne n'a pas de talent ou la personne ne joue pas, ça ne sert à rien de sélectionner ce joueur parce que lorsqu'il viendra, nous les fans, nous allons forcément crier sur ce joueur. Et ça ne fera pas bien pour l'image, on va dire quoi, de la nation. Parce que déjà l'équipe nationale, en quelque sorte, c'est l'emblème d'un pays. La liste des 600 candidatés. Mais on se dit, une liste, au final, 3 noms. Peut-être pas les noms flambeaux qu'on attendait.
un sélectionneur qui vient avec du vécu, un grand ancien footballeur ou un bon technicien. Mais on a quelque chose de cohérent à l'attente parce qu'on est sur la reconstruction, il faut reconstruire le football gabonais. On sort d'un échec en Coupe d'Afrique qui a malheureusement laissé énormément de traces. On voulait aller avec un système de prendre un sélectionneur local pour permettre cet essor vers la félicité annoncée. Mais malheureusement, on s'est heurté à la réalité. Ils nous remettent les choses en place. Les sélections des petites catégories, on doit avoir les meilleurs de chaque club, les meilleurs de chaque province. Donc c'est un peu ça. Le football gabonais aujourd'hui a besoin d'un entraîneur de poigne, a besoin d'un entraîneur de connaissances et un entraîneur qui maîtrise plus ou moins l'environnement africain. On espère qu'en prenant cette équipe des Panthères, il va influencer sur l'organisation tactique et professionnelle des équipes. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, on a vu que Muyuma fait un travail de base. Il va falloir se servir de ça. Messieurs, c'est une actualité qui retient également l'attention des férus de sport roi et des spécialistes que vous êtes. La question de sélectionneur. Jusqu'à présent, on a une shortlist composée donc de 3 noms, peut-être avec vous déjà sur le plateau. La qualité des candidats retenus au trio. La qualité, le contenu nous est inconnu parce que tout s'est fait, l'écrémage s'est fait au niveau de la commission technique de la Fédération gabonaise de football qui, à mon sens, a déjà arrêté la shortlist et la shortlist doit maintenant partir sur le bureau du ministre. Le ministre va examiner et ensuite il y aura peut-être une réunion technique et on va nous livrer finalement le nom du sélectionneur qui sera en charge de conduire les destinées des Panthères. Monsieur, il y avait des grands noms dans cette liste, puisqu'on a parlé au départ de 605 candidatures. Il y a des noms qui sont retirés. Peut-être avoir votre avis là-dessus, Koupangoy. Parfait, Junior Bokenda, sans vous mentir, je suis un peu sceptique. Dites-nous pourquoi, allez-y. C'est les 3 coachs choisis. J'ai même l'impression que on n'a peut-être pas envie de tout de suite performer au niveau continental et qu'on veut peut-être un sélectionneur qui ne va pas peut-être nous amener très haut. Je m'explique. On a Anthony Silva. Vous le pensez vraiment ? Vraiment, on va penser, oui. Allez-y. On a Anthony Silva qui était coach adjoint du Cameroun 2019-2022 et coach adjoint de la Roumanie et qui a quasiment fait toutes ses classes dans les petites catégories du Portugal. On a Landry Chauvin qui a été sélectionné des U17, U18 et U20 de l'équipe de France, qui a entraîné l'équipe réserve de Rennes, qui a été coach adjoint du Maroc. On a Boa Moté, qui a été coach de la Guinée-Bissau de 2024 à 2025, coach adjoint de Fulham, coach adjoint d'Everton, ancien international portugais. En fait, lorsqu'on voit ces 3 profils, je me pose des questions sur les choix qui ont été faits par la commission parce qu'avec la débâcle qu'on a connue à la CAN, on avait besoin quand même d'un coach de caractère, de qualité. Rappelons-nous qu'on a quand même des égos dans le vestiaire. On a des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang. On va amener un sélectionneur qui n'a jamais véritablement performé sur le plan continental et international. Je reste sur ma faim, véritablement. J'aurais espéré mieux quand on sait qu'il y avait quand même des coachs, des personnes comme Floré Bengue, qui a été coach de la RDC, Philippe Carteron, et pour moi aurait pu véritablement être dans cette shortlist. Donc je reste vraiment dubitatif et sceptique quant au choix de ces trois personnalités. C'est vrai, le ministre aura le dernier mot, mais véritablement, je ne pense pas véritablement que ce soit les personnes qu'il faut pour remonter une équipe nationale comme le Panthères du Gabon qui a connu beaucoup de déboires ces dernières années. Votre avis également? Je partage les réserves du Red Koupangoy. C'est vrai que quand on nous a annoncé 605 candidatures, on a tout de suite pensé qu'il y avait du lourd dans ces candidats pour se retrouver au finish avec finalement 3 techniciens qui sont un peu inconnus au bataillon, enfin en tout cas qui n'ont pas... Inconnus des Gabonais ou bien inconnus de ma petite culture footballistique, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait dans le football jusqu'à présent. On sait que Chauvin, c'est un technicien qui est plus axé sur la formation des jeunes, qui est passé par la direction technique nationale en France, Sedan, Brest. Boa Morté, on le connaît plus en tant que joueur que véritable sélectionneur. Son expérience en Guinée-Bissau n'a pas été une véritable réussite. Et puis Silva, coach adjoint de la sélection du Cameroun. On sent le scepticisme quand même. Oui, mais enfin, je veux dire, par rapport aux ambitions qu'on nourrit,
part quand même avec un sélectionneur où on avait des difficultés à voir une philosophie de jeu, on avait du mal à savoir ce que valait réellement cette équipe. On est dans une phase aussi en transition avec des joueurs quand même qui sont arrivés à un certain âge et qui n'auront plus sans doute beaucoup de temps dans cette tanière. Donc on a un peu de mal à comprendre, ne serait-ce qu'avec les noms retenus, quelle est finalement l'orientation que donne la fédération sur l'identité du projet du futur sélectionneur. Mais on ne va pas juger avant, on attend de savoir finalement. Il porte cette fois-ci la veste technicien. Je vous rejoins, on ne peut pas faire un jugement de valeur et puis jeter déjà ces entraîneurs sous la roue. C'est le terrain qui commande. Laissons le temps au temps pour voir si ces entraîneurs vont véritablement être à la hauteur des expériences portées en eux. On rappelle donc qu'en rapport avec cette actualité, donc la commission de la Fédération gabonaise de football a déjà travaillé sur le dossier et qu'actuellement, tout est du côté du ministère pour validation. On va donc suivre avec beaucoup d'attention. Vous avez quelque chose à ajouter, comparé? Ça va? Non, on attend quand même. En fait, je partage avec Jean-Alexis Baldar. Il ne faut pas qu'on aille juste trop vite. Mais arrêtez de partager, monsieur. Gardez un peu pour vous. Je pense qu'on a besoin d'un coach qui a de la personnalité. D'accord. Notre équipe nationale a tellement souffert. Le ministre a le dernier mot. La question, c'est de mais on ne peut plus reculer, monsieur. Il y a déjà La question, c'est de savoir, est-ce que finalement, le ministère peut avoir une autre orientation que celle proposée par la fédération? Parce qu'il n'est pas non plus tenu de choisir... Monsieur le ministère a le dernier mot. Et je crois quand même que pour une nouvelle équipe, ce serait quand même difficile de venir et de commencer par... Il y a des questions de rémunération qui doivent être validées par le ministère. Voilà. Ça, c'est évident. Et pour la suite, nous allons aller suivre cette remise du matériel de combat et d'entraînement à l'école de formation Mudo Kwan. Le point avec Josina Menkan-Koulou et Erwan Ngema. Contribuer au développement et à la bonne formation des jeunes apprenants du club Mudo Kwan, M. Chase Celestine, parent d'élèves, a fait une dotation considérable du matériel sportif. Sacs de frappe, gants, tatami, plots, mini-air et bien d'autres au club. Mes enfants sont venus ici en tant que petits et quand j'ai eu l'ambiance, j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux contribuer pour ces jeunes-là qui sont là? C'est le seul soutien que je peux faire aux jeunesses. Parce que quand j'ai vu que le Gabon est un des 7 pays qui marque dans le taekwondo en Afrique, j'ai dit bon, comment je peux soutenir? Un geste applaudi par le président de l'Agakama qui invite les parents d'élèves à suivre l'exemple. Le club a besoin du soutien des parents et c'est tous ensemble qu'on fera en sorte que le Gabon soit une véritable nation de sport et c'est dans cet environnement-là qu'on formera de véritables champions. Occasion pour le professeur Jean-Félix Gomas de donner le chronogramme de la 21e édition de la Baby Championne. Nous sommes en train d'organiser la 29e édition de Baby Champion qui va se tenir en 2 phases. Une phase préparatoire qui aura lieu à Lambaréné et une phase finale qui aura lieu ici à Libreville durant la période à la fin de l'année scolaire. Un acte de générosité qui vient à point nommé booster le moral des troupes pour les compétitions. C'est le temps d'aller hors du pays, parler cette fois-ci de notre rubrique Les Gabonais, l'étranger, avec bien sûr un point d'ancrage sur la natation et le football. On regarde. Axel Moulenda Peroy, international gabonaise de natation, a brillamment qualifié le lycée Raoul Folero de Nevers pour le championnat de France UNSS grâce à une performance remarquable sur le 100 mètres papillon bouclé en 1 minute 7 secondes. Dans une compétition par équipe exigeante, alliant épreuves individuelles, relais et sauvetage, la nageuse a confirmé son rôle de leader au sein du club nautique. Cette qualification marque une nouvelle étape pour l'athlète qui continue de porter haut les couleurs du Gabon tout en conciliant avec brio son parcours sportif et scolaire en France. À seulement 20 ans, le défenseur gabonais Philippe Ndinga connaît des défis majeurs dans sa carrière. Après 5 mois passés en Suède sous les couleurs de Leger Force, il vient de s'engager avec le Philadelphia Union, poursuivant ainsi son ascension en Major League Soccer. La durée de son contrat avec la franchise américaine reste pour l'instant inconnue. Philippe continue d'écrire son histoire. Denis Bouanga a pris tout le monde à contre-pied en prolongeant avec Los Angeles FC. L'ailier gabonais continue son aventure avec le club américain jusqu'en 2028, plus 1 année en option.
C'est un choix fort qui lui permet de rester une figure de proue du Los Angeles Football Club en Major League Soccer et sur la scène continentale. L'Olympique de Marseille a remporté l'Olympico face à Lyon sur le score de 3-2 après avoir été mené 2-1 jusqu'à la 76e minute. Pierre-Emerick Aubameyang a été le grand artisan de cette remontée spectaculaire en marquant 2 buts décisifs. L'attaquant gabonais a d'abord égalisé avant d'inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel. Oba a d'ailleurs fini homme du match de la rencontre. La suite, c'est avec votre rubrique L'agenda et c'est juste après ceci. Et puis dans la rubrique agenda, on parle bien sûr de football avec le conseil d'administration de la Ligue nationale de football qui se tiendra mardi 3 mars 2026 à partir de 11h du côté du siège de la LINAF. C'est une actualité que nous allons suivre avec beaucoup d'attention. Et puis, c'était sur le plateau d'ailleurs le conseiller technique du ministère des Sports, mais aussi le directeur général adjoint des Sports. Ils sont venus parler bien sûr de ce recensement des associations sportives lancé le 18 février dernier. On va préciser aux téléspectateurs et aux amoureux de toutes les disciplines que cette opération va bien sûr s'achever le 3 mars 2026. Messieurs, voilà qui met un terme donc à ce magazine. C'était un plaisir de vous avoir, Georges-Alexis Ribada. Merci, plaisir renouvelé. On se retrouve très prochainement. On a compris pourquoi vous avez hésité sur le P. Vous voulez qu'on parte vite. D'accord. Kopangoy. Très content d'avoir été là ce soir. Merci également à vous, Saint-Brice. Merci, à la semaine prochaine. Merci à nos téléspectateurs pour ce magazine des sports qui a ambition d'être au cœur du sport. Et on se donne rendez-vous donc très prochainement. Gardez donc le sourire. Mesdames, messieurs, suggestions, qu'est-ce que vous me proposez? Santé. Au nord, santé.